concernés par le standard de plus en plus, mais qui n'ont pas encore implémenté, on va dire, la norme dans leurs organisations. Voilà. Et donc, nous allons aborder ces questions parce que c'est important d'être conforme à ce standard. Ça peut faciliter les agréments, ça peut également éviter d'avoir des sanctions vis-à-vis des plateformes de cartes. Donc, ensemble, on va parcourir assez rapidement, je pense en 10-15 minutes, les grandes nouveautés, les obligations qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises, vraiment dans leurs grandes lignes, et puis les risques réels auxquels vous êtes confrontés lorsque vous n'arrivez pas à vous conformer aux standards, et puis nos approches pour pouvoir vous aider à atteindre la conformité rapidement. Je pense que beaucoup le savent déjà, PCI DSS V4 est devenu obligatoire. Il y a eu une phase de transition où les entreprises étaient simplement invitées à se conformer, étaient encouragées à l'adopter comme bonne pratique. Mais depuis un peu plus d'un an, c'est devenu une obligation et une exigence. Alors, les principales nouveautés, il y en a beaucoup, mais on se focalise essentiellement sur celle-là. L'authentification double facteur pour l'accès à l'environnement des données de carte était au départ limitée aux accès distants. Aujourd'hui, c'est une obligation pour tous les accès, qu'ils soient locaux ou à distance. L'authentification double facteur est une obligation. Aujourd'hui, le standard propose également la possibilité, en s'ouvrant aux technologies émergentes comme le cloud ou à certaines organisations qui sont, on va dire, qui ont des architectures un peu différentes, de pouvoir adopter une approche personnalisée. Et cette approche nécessite que le cabinet qui vous accompagne puisse comprendre justement ces technologies émergentes-là et puisse justifier comment certains contrôles peuvent s'aligner avec le standard dans cette approche personnalisée. On a également tout ce qui est mesures de sécurité continue. Je pense que PCI a compris ce que je disais tantôt, où beaucoup d'organisations faisaient juste la conformité pour les audits et non pas pour la sécurité. Et donc aujourd'hui, tout le monde a l'obligation de continuellement vérifier sa posture de sécurité et d'entrer dans un processus d'amélioration continue et ne pas attendre les audits pour démontrer patte blanche. Enfin, il y a certains contrôles techniques qui sont également imposés pour mieux contrôler tout ce qui est plateforme de e-commerce ou plateforme de formulaire de saisie de données dès que des cartes sont impliquées. Et donc, il y a de plus en plus de scripts pour pouvoir détecter côté client les différents risques de compromission des informations transmises. Il y a également une autre catégorie de nouveautés qui concernent des changements opérationnels. On en a identifié 5. Voilà, le premier, c'est le chiffrement. Aujourd'hui, par le passé, les entreprises étaient contraintes ou obligées de chiffrer uniquement les données au repos. Aujourd'hui, il faut également regarder et challenger tous les mécanismes de changement pour les données en transit et les systèmes qui sont dans les applications et toutes les infrastructures de stockage. Il y a également l'aspect des certificats auto-signés. Aujourd'hui, dans le cadre de la conformité PCI DSS, les certificats auto-signés ne sont plus reconnus. Il faut s'appuyer sur des certificats émis par des organismes, on va dire, reconnus internationalement. Il y a également tout ce qui est revue des journaux de log qui sont devenus obligatoires, là où par le passé, ils étaient facultatifs. Il y a l'aspect de l'analyse des risques ciblés. Désormais, il faut travailler régulièrement sur des analyses des risques et puis appliquer un calendrier de mise en œuvre de ces analyses des risques-là. Et au moment du contrôle, on va démontrer que c'est des exercices qui ont été faits plus régulièrement, chaque trimestre, chaque 2 mois ou chaque 3 mois, selon l'effectivité du risque et selon les changements qui sont intervenus dans l'organisation, nouvelles applications, nouvelles architectures, nouveaux environnements, et donc nouvelle analyse des risques et revue des contrôles qui sont en place. Et enfin,
l'aspect scan de vulnérabilité. Aujourd'hui, les scans de vulnérabilité doivent être obligatoirement authentifiés pour pouvoir être recevables dans les analyses, dans les contrôles ASV. Et ça également, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et donc, ça oblige les organisations à disposer d'outils qui sont capables de faire ces scans avec une authentification dans leurs applications de paiement. Alors, globalement, pour résumer, on a ces quatre gros changements qu'on doit retenir. La logique de la conformité, aujourd'hui, elle doit être prouvée en continu, pas vérifiée uniquement en un instant. Le MFA concerne tout le périmètre de l'environnement des données de carte et surtout tout type d'accès, qu'il soit distant ou local. Ensuite, la méthode de validation, elle peut être basée sur une approche personnalisée, en tenant compte de tout ce qui est technologie émergente, notamment le cloud et les nouveaux, on va dire les nouveaux outils de sécurité qui peuvent apparaître. Mais tout ça doit être justifié et nécessite que le partenaire maîtrise ces technologies émergentes-là. Aujourd'hui, on parle du ZTNA, on parle du cloud, du VPC, etc. Et donc, une entité, qu'elle soit une fintech ou autre, a la possibilité d'utiliser ces technologies, mais doit pouvoir justifier leur alignement avec le standard. Et enfin, les tests de sécurité leur fréquence peut être ajustable en fonction du risque et en fonction des changements dans votre organisation. Voilà. Pour rappel, la structure globale de la norme standard n'ont pas changé. On est toujours sur un schéma de 6 objectifs de sécurité avec pour chacun 2 ou 3 exigences. Donc, on a l'obligation ou l'objectif de construction et de maintien d'un réseau et d'un système sécurisé, l'objectif de protection des données, le maintien d'un programme de gestion des vulnérabilités, donc en continu, la mise en œuvre des mesures et des contrôles d'accès stricts vers l'environnement de données de carte, et puis la surveillance et les tests de sécurité réguliers au niveau du réseau. Et pour finir, l'aspect gouvernance pour le maintien d'une politique de sécurité de l'information qui concerne non seulement l'organisation elle-même, mais aussi tous ses prestataires extérieurs et ses contractuels qui interviennent dans le périmètre des données de carte. Parmi ces prestataires, on tient également compte de tous ceux qui fournissent des solutions de sécurité destinées à sécuriser l'environnement des données de carte. Donc, ça couvre quand même un panel assez large de prestataires. Alors, je l'ai dit tantôt, tout le monde est concerné. Aujourd'hui, PCI DSS ne concerne pas que les banques, comme par le passé, et la BCAO et certains types de régulateurs vont commencer à demander aux entreprises comme les fintech, les émetteurs de monnaie électronique et autres, de devoir présenter une conformité à ce standard-là, vu qu'il est largement reconnu et qu'il a démontré, on va dire, sa suprématie dans le monde du paiement. Il s'impose aujourd'hui comme une exigence qui n'est plus demandée que par les entreprises productrices de cartes, mais également par certains régulateurs et même bientôt dans certains pays. Voilà. Et puis, par accessoirement, tous les prestataires de services qui interviennent sur l'environnement de données de cartes, donc pourquoi pas les hébergeurs cloud qui hébergent des données financières. Le niveau de validation n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a différentes strates qui permettent de définir comment vous faites pour démontrer votre conformité. Est-ce que vous passez par un questionnaire d'auto-évaluation, ce qu'on appelle le SAQ, ou est-ce que vous êtes obligé d'avoir un audit sur site et de présenter un rapport de conformité détaillé. Voilà. Donc, les obligations qui pèsent sur les entreprises qui travaillent avec les réseaux de cartes, Visa, Mastercard, etc. Il y a également, comme je l'ai dit tantôt, la BCAO qui va commencer à exiger ce standard à des entreprises de fintech. Et puis, les entreprises elles-mêmes doivent se conformer au standard, mais également leurs
leurs prestataires. Donc, ça va être des obligations à la chaîne. Et quelle que soit la taille, le standard a prévu un niveau auquel vous devez quand même on va dire vous conformer. Donc, le nombre de transactions dans votre plateforme n'est plus, on va dire, un motif suffisant pour être exempté du standard. Voilà. Les risques sont réels. Il y a des risques de sanctions avec des amendes ou même des restrictions d'utilisation des plateformes de paiement. Donc, si vous êtes une fintech et qu'à un moment donné, vous devez accepter les cartes Visa, évidemment, c'est possible que vous ne soyez plus en mesure de les traiter sur votre plateforme parce que vous n'êtes pas conforme au-delà d'un certain délai. Certaines banques vont commencer également à exiger que vous soyez conforme aux standards avant de vous connecter à leurs API ou à leur plateforme d'interopérabilité. Voilà. Et bon, évidemment, naturellement, il y a le risque que vous avez d'être confronté à des incidents de sécurité. Et là aussi, il y a l'impact réputationnel qui peut s'en suivre. Donc imaginez une plateforme de paiement électronique qui est constamment soumise à des cyberattaques ou à des fuites de données. Naturellement, l'impact sur vos clients, sur leur confiance dans votre plateforme, sur leur utilisation va commencer à se faire ressentir. Et puis, évidemment, quand vous avez des ambitions d'expansion, une non-conformité ou des incidents de sécurité fréquents peuvent évidemment avoir une incidence fâcheuse sur votre, on va dire, capacité à vous connecter ou à vous raccorder à des systèmes tiers. Donc, la conformité aux standards ouvre des portes, surtout quand elle est accompagnée de la sécurité réelle. Donc, notre méthodologie est assez structurée et elle se veut également rigoureuse. C'est ce que j'ai présenté d'entrée de jeu de façon globale. En général, on commence par une phase de cadrage pour définir de façon assez fine le périmètre. Dans certains contextes, il est bon d'isoler le périmètre par quelques techniques de segmentation, quelle que soit la technologie utilisée. Pour les entreprises qui ont des budgets réduits et qui veulent aller vite à la certification, une bonne segmentation et une bonne définition fine du périmètre permet de gagner énormément de temps et de faire des économies. Voilà. On a également une route de rémédiation l'évaluation complète des écarts, donc l'audit à blanc, qui va passer en revue les documents, faire des entretiens, faire des tests techniques, au-delà desquels on pourra maintenant définir la feuille de route de rémédiation qui vous dit concrètement dans quelle direction vous devez aller en fonction des risques et en fonction des efforts à fournir. Vous savez sur quoi vous devez mettre l'accent avant de passer à l'audit. On fait également un audit avant l'audit de certification pour vérifier que toutes les rémédiations qui ont été menées en amont ont été bien menées et que vos systèmes de sécurité fonctionnent bien, que chacun fait son travail. Ensuite, il y a l'audit avec on va dire un cabinet certifié QSA, comme les Sandbox Security avec Agili. Et puis, ensuite, il y a le rapport de conformité et ou l'attestation de conformité selon le type de méthodes de validation qui ont été utilisées. Et enfin, vous obtenez votre certification et puis vous devez maintenant le maintenir d'année en année avec au quotidien les mesures du quotidien qui sont également prévues dans le standard pour maintenir chaque jour votre conformité et votre sécurité. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit, pour nous, il est très important de toujours vérifier documenter, avoir une belle politique, un beau document qui décrit ce qu'on veut faire sans effectivement le vérifier ou tester concrètement et continuellement. Ça ne sert à rien. Ça ne vous mettra pas à l'abri, par exemple, d'un échec de l'audit. Voilà. Ici, je pense que ça va beaucoup être de la répétition. Tout le monde sait que pour qu'un projet d'une telle envergure soit adopté et engage l'ensemble de l'entreprise, il est important qu'il y ait un sponsoring de très haut niveau du top management. Au niveau des écarts, ce n'est pas tous les écarts qu'on attaque dès le début
début. Si vous avez 3 mois avant de vous faire certifier, vous pouvez décider dès le premier mois d'attaquer les risques qui ont un impact réel sur votre sécurité. Et puis, les autres risques qui sont juste des axes d'amélioration peuvent être laissés pour après l'audit. Ce qui est important pour les établissements de certification, c'est de savoir que vous avez déjà identifié les risques résiduels et que vous avez un plan pour les adresser par la suite. L'approche personnalisée doit être bien documentée. Je le répète encore, cela implique une connaissance approfondie des technologies émergentes. On a vu des cas où des entreprises sont allées sur des environnements cloud, mais par méconnaissance de ces environnements, n'ont pas implémenté les bons contrôles et n'ont pas été en mesure de les documenter pour montrer leur alignement avec le standard. Et donc là aussi, la certification ne passera pas. On doit considérer la conformité comme un travail continu, pas un travail ponctuel de cases à cocher. C'est un système qui doit entrer dans les pratiques et dans les habitudes, parce que ça aussi, les auditeurs le détectent automatiquement quand ils arrivent pour un contrôle, surtout pour la recertification. Donc, je pense qu'on pourra revenir sur d'autres webinaires, sur notre expérience, mais sachez que notre consortium détient une très longue expérience dans le secteur bancaire et surtout dans le domaine également connexe de d'autres environnements qui traitent du e-commerce, qui traitent des cartes, qui processent des paiements. Nous avons également une expérience dans ce domaine-là. Donc, j'ai fini. Je vais bientôt passer la parole à Guy Kevin. J'avais promis de tenir dans les 30 minutes. Je pense qu'on y est. Guy Kevin, je te passe la parole et puis je te laisse avec tous nos participants pour leurs éventuelles questions. Et si tu as quelque chose à dire en amont, en tout cas, je te laisse le micro. Ok, c'est parfait. Rebonjour Gérard, rebonjour à tous. Rebonjour Marie-Paul. Merci pour la présentation Gérard. Donc, je me présente, je suis Guy Kevin Côté, je suis consultant senior, je agis sur le sujet gouvernance, risque, conformité, cybersécurité également, PCI DSS. Donc, je vais également couper ma caméra pour pouvoir revenir sur certains slides pour faire un partage d'expérience sur certains sujets. Gérard, s'il te plaît, tu peux revenir sur la slide 5, s'il te plaît. 2 secondes. Ok, d'accord. C'est ça? Super. C'est bien ça, la slide 5. Merci. D'accord. Donc, je vois connecter pas mal de RSSI, pas mal d'assistants RSSI de différentes banques. Donc, mon intervention sera un peu plus technique pour qu'on puisse, mieux se comprendre et puis ça pourra orienter après vos différentes questions. Sur la slide 5, le point que je voulais essayer de m'atteler un peu là-dessus, c'est sur la définition du périmètre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de PCI DSS, la première des choses à comprendre, c'est la définition du périmètre PCI DSS. Très important. C'est le cœur d'un projet, d'accord? Pour réussir un projet PCI DSS, il faut s'assurer de bien définir son périmètre. J'entends par définir le périmètre, bien identifier les deux zones. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le jargon, donc les thèmes de la norme PCI-DSS, on a la zone C2 et la zone non C2. Donc, la zone C2, c'est la zone où on aura le serveur monétique, où on aura les données de carte bancaire. Donc, c'est cette zone-là qui est à protéger, d'accord? C'est cette zone-là qui est encadrée par les exigences de la norme PCI-DSS. Comme Gérard l'a dit, nous avons les 6 conditions, d'accord, qui sont déclinées en 12 exigences. Tout à l'heure, on reviendra sur
sur chaque exigence et puis vous ressortez la différence entre la version 3.2 et la version 4.0. Donc, la zone C2, d'accord, interagit avec la zone non C2, raison pour laquelle il est important de bien définir ce périmètre-là. Je prends un exemple tout simple. Imaginez une banque qui décide de définir son périmètre PCI DSS et qui intègre la banque, qui intègre le core banking dans son périmètre. Donc, du coup, elle aura un périmètre très large. Donc, intégrer le core banking dans son périmètre, ça sous-entend que tous les utilisateurs de la banque seront automatiquement dans le périmètre PCI DSS. Il sera difficile de se certifier parce que les actions à mener, d'accord, les outils à déployer, les moyens à déployer, voilà, vont rendre difficile l'obtention de la certification PCI DSS. Donc, il est très important. Et sur cet aspect-là, Agili a les compétences, d'accord, avec son partenariat avec Sandbox, de pouvoir vous accompagner sur cette définition et même sur la révision, d'accord, du périmètre PCI DSS. Gérard, on peut aller sur la slide 6, s'il te plaît. La slide suivante. Allô, est-ce que Gérard m'entend? Est-ce que Marie-Paul est là? Marie-Paul, tu peux aller sur la slide 6? Oui, je suis là. Je suis là. Je contacte rapidement Gérard. D'accord. Ou soit tu prends la main sur le partage et on pourra, toi et moi, suivre ensemble. S'il te plaît. Merci. Parce que j'aurai au total 4 slides, d'accord, sur lesquels je vais essayer de vous donner un peu plus de détails techniques. Merci. Guy, tu peux continuer. Elle va elle est en train de prendre la main dessus. OK, ça marche. Donc, tout à l'heure, on verra sur la slide 6 qui parle de tout ce qui est conformité, certification, PCI DSS. Donc, du coup, quand on aura suivi toutes les différentes étapes, d'accord, pour arriver maintenant à la certification, il faut savoir que sur le volet PCI DSS, on a plusieurs niveaux de certification. Donc, je voulais revenir un peu sur cet aspect-là de niveau certification. Il y a d'abord le niveau pour les commerçants, donc pour les marchands, et le niveau pour tous ceux qui sont des services providers. Donc, on a des entreprises qui offrent des services, d'accord, sont des fournisseurs de moyens de paiement. Donc, ils ont aussi différents types de niveaux, d'accord, de certification. Quand je reviens un peu sur les commerçants, les marchands, donc les banques en majorité, nous avons 4 différents niveaux. Donc, le niveau 1, ce sont les entreprises, d'accord, qui ont plus de 6 millions de transactions. Donc, on prend le niveau 2, c'est entre 1 et 6 millions. On a le niveau 3 entre 20 et 1 million. Et on a le niveau 4 qui est inférieur à 20. Donc, vous voyez qu'on a différents niveaux de certification, d'accord? Tout dépendra du nombre de transactions. Et tout ça sera intégré dans la définition de votre différent, disons, de votre périmètre de certification PCI DSS. Donc, on va, en fonction de différents niveaux, on pourra aller sur des SAQ, d'accord, qui seront réalisés par des audits externes, donc par des QSA. Et en fonction de certains niveaux, on Allô, ira même Kevin? Oui, Désolée de t'interrompre. Est-ce que vous voyez mon écran? non, pas encore. Chez moi, je ne vois pas. D'accord, je vérifie alors. OK, d'accord. Donc, je disais au niveau des différents niveaux, donc pour certaines entreprises comme les services providers, on aura des ROC, d'accord, qui sont des SAQ un peu plus avancés en fonction de leur activité. Donc, on pourra après revenir sur la slide 12. Je ne sais pas, Marie-Paul, tu arrives à t'en sortir avec ta présentation?
La slide 12, c'est pour revenir un peu sur les changements, donc les nouveautés de la version 4 comparée à la version 3.2. Ou bien un instant, je vais voir si moi-même je peux partager mon écran, ça sera plus simple. OK. D'accord. Est-ce que mon écran, vous le voyez? Allô? C'est parce Non, qu'on on ne m'entend. voit pas votre écran. OK, c'est bizarre. D'accord. Je vais essayer de repartager encore. Réponds, réponds. OK, est-ce que là maintenant c'est bon? Toujours pareil? Non, c'est tout pareil, ça ne s'affiche pas. Ok, c'est bon maintenant. OK, d'accord, super. Donc c'est bon maintenant. Donc Marie-Paul, c'est bon. Mon écran il est visible, donc je pourrais aller directement depuis mon écran. Donc si on revient rapidement sur les nouveautés. Donc la version 3.2 a été publiée, d'accord, en 2016. La version 4.0 a été publiée en 2022. Elle est rentrée en vigueur au 31 mars 2024. Donc, elle est maintenant obligatoire depuis le 31 mars 2024. Quand on prendra les deux différentes versions, la première différence d'abord intervient au niveau de tout ce qui est thématique. Vous allez voir que au niveau de la version 3.2, on parle de créer et gérer, d'accord, un réseau et d'un système sécurisé. Donc, où on parle sur la version 3.2, on parle de mettre à jour. La version 4.0 utilise maintenir. Vous voyez, c'est déjà une première différence sur le volet, sur les aspects thématiques par rapport à la version 3.2 et la version 4.0. Pourquoi maintenir au lieu de mettre à jour? C'est que dans le verbe maintenir, on s'inscrit dans l'amélioration continue, c'est-à-dire on veut avoir un système qui va rester en permanence sécurisé, d'accord, qui va rester en permanence conforme. Il ne s'agit pas tout simplement de faire une mise à jour aujourd'hui et demain ne pas être conforme. Donc la 4.0 vient insister sur le niveau de conformité qui doit demeurer en permanence. Donc déjà, premier changement, c'est sur les différentes thématiques. Deuxième changement, disons, différentes nouveautés au niveau du MFA. Donc MFA, pour être un peu plus technique, sur la version 3.2, c'était tout ce qui est MFA était obligatoire pour les administrateurs système. D'accord? Donc, j'entends par administrateur tous ceux qui ont des privilèges, donc des comptes à haut privilège, donc qui administrent soit le réseau, soit le système, soit les applications. Donc, pour ceux-là, il était obligatoire sur la version 3.2 de déployer un dispositif MFA. Avec la version 4.0, on ne se limite plus aux administrateurs, mais on élargit le dispositif MFA pour tous les utilisateurs qui ont accès à la zone C2. Donc, pour tous les utilisateurs qui ont accès à la zone C2. Donc, voici déjà une première différence majeure au niveau de la version 4.0. Concrètement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en cas d'audit, d'accord, d'audit d'observation ou d'audit de certification ou d'audit de recertification, quand le QSA arrive, il ne va plus s'assurer que les administrateurs ont le dispositif MFA, mais il va plutôt maintenant vérifier et s'assurer que c'est tous les utilisateurs de la zone C2, donc du périmètre PCI DSS qui ont le dispositif MFA. Ça, c'est un premier grand changement.
Deuxième changement, c'est au niveau de l'analyse des risques. Avec la version 4.0, on demande à la version exige qu'il y ait une analyse des risques ciblés. D'accord? Donc, je prends par exemple, si on veut remplacer un firewall ou on veut faire la migration d'une plateforme, d'accord, la norme est beaucoup regardante sur tout ce qui est, analyse des risques ciblés afin de s'assurer que cette modification, ce changement-là n'ait pas d'impact, n'est pas d'impact d'indisponibilité, d'accord, sur les actifs du périmètre PCI DSS. Et nous avons également un changement au niveau de tout ce qui est mot de passe. Avec la version 3.2, on était pour les utilisateurs à 8 caractères et pour les administrateurs à 12 caractères. Aujourd'hui, sur la version 4.0, les utilisateurs, nous sommes à 12 caractères et les administrateurs à 14 caractères. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand un auditeur QSA arrive pour pouvoir faire un audit d'observation ou de renouvellement ou de certification, quand il va vous demander la politique de mot de passe qui a été configurée, par exemple, au niveau de votre AD, une fois qu'il se rend compte que la configuration de cette politique-là a défini 8 caractères pour les utilisateurs, automatiquement, nous sommes non conformes. Parce que les 8 caractères étaient pour la version, étaient acceptés, d'accord, pour la version 3.2. Mais sur la version 4.0, les utilisateurs minimum 12 caractères et les administrateurs 14 caractères. Donc ça, par exemple, c'est une nouveauté avec la version 4.0. Nous avons également une nouveauté sur les scans de vulnérabilité. Avec la version 3.2, on pouvait d'abord, c'est le principe des deux versions, hein, avoir un scan qui est conforme à la norme PCI-DSS. Donc, il faut s'assurer que le scanner que vous utilisez, c'est un scanner qui est reconnu, d'accord, par le PCI-SSC. Donc, si vous partez sur le site, vous devrez pouvoir retrouver le scanner utilisé comme un scanner listé, recommandé par le standard PCI-DSS. Ce facteur-là, il s'applique aux deux différentes versions. Mais la différence majeure pour tout ce qui est scan de vulnérabilité, c'est au niveau c'est sur l'aspect opérationnel. Sur la norme 3.2, on pourrait réaliser un scan, c'est-à-dire on installe l'outil, on définit le compte utilisateur sur l'outil. OK, on va juste insérer les actifs à scanner et on lançait les différents scans. Mais avec la version 4.0, la version 4.0 exige que le scan de vulnérabilité soit un scan authentifié. J'entends par authentifié, un utilisateur doit être enregistré dans le scanner et ce même utilisateur doit également être enregistré sur les différents actifs qui feront objet du scan. Ça, c'est ce qu'on appelle le scan authentifié. Et c'est une exigence de la version 4.0. Cela sous-entend que tous les scans qui seront présentés à un auditeur de certification, qui ne sont pas des scans authentifiés, ne seront pas acceptés par le certificateur. Ça, c'est une modification majeure. Un dernier aspect, toujours sur les scans de vulnérabilité, de façon technique, c'est au niveau des résultats des scans de vulnérabilité. Avec la version 3.2, quand vous réalisez un scan de vulnérabilité, vous avez un rapport. Et le rapport vous présente des vulnérabilités, d'accord, avec différents niveaux de criticité. Faible, modéré, élevé, critique, si on part sur une échelle à 4 niveaux. Donc, l'échelle peut être définie en fonction de la politique de gestion des risques de chaque entité. Il n'y a pas un standard forcément à suivre. Tout dépend de la logique, d'accord, et de l'approche de chaque entité. Donc, avec la version 3.2, il était obligatoire, d'accord, d'avoir un plan de correction, des vulnérabilités remontées à criticité élevée et critique.
de façon obligatoire. D'accord? Avec la version 4.0, on demande de pouvoir, en plus de corriger les vulnérabilités remontées à criticité élevée et critique, il faut avoir également un plan d'action qui va corriger les vulnérabilités remontées à criticité faible et modérée de façon obligatoire. Voici une différence entre la 3.2 et la 4.0. Sous la 3.2, on pouvait ne pas avoir un plan d'action pour les vulnérabilités remontées à criticité faible et modérée. Mais avec la version 4.0, nous avons obligation d'avoir un plan d'action qui adresse la correction des vulnérabilités remontées à criticité faible, modérée, élevée et critique. Donc, voici quelques précisions, d'accord, techniques sur les nouveautés au niveau de la version 4.0. On va continuer. Donc là, OK. 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 Voilà. C'est parfait. Gérard avait déjà présenté. OK. D'accord. On a Kevin, également s'il vous aussi. plaît. Guy? Oui, vas-y. Oui, Oui. je voudrais juste rappeler que pour les questions, il y aura une série de questions et de réponses. Voilà, donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient déjà, vous pouvez dans le chat écrire vos questions et quand on va passer à la série de sessions de questions, on pourra voilà, aisément vous répondre et puis répondre également à toutes ces personnes-là qui auront envie de prendre la parole pour poser leurs questions. OK, Merci. merci Marie-Paul. Juste pour terminer, d'accord, je vais terminer sur le dernier, disons, un autre changement qui est apparu sur la version 4.0, c'est au niveau du chiffrement des DIX. Des DIX. Sur la version 3.2, on pouvait juste chiffrer le DIX et on était conforme. Et sur la version 4.0, elle a évolué. Il ne suffit plus de chiffrer uniquement le 10. En plus de chiffrer le 10, il faut aller jusqu'à chiffrer la donnée qui s'y trouve. Donc, voilà brièvement quelques nouveautés majeures qui ressortent sur la version 4.0. Aujourd'hui, Ageli se positionne comme un prestataire qui peut vous accompagner, d'accord, sur ces différents aspects-là, avec un partage d'expérience, avec une approche, d'accord, 360 degrés pour s'assurer de pouvoir couvrir, ok, tous les différents aspects et vous conduire à la certification ou même à la recertification. Je vous remercie. Donc, les questions, pour ceux qui veulent les poser, comme Marie-Paul l'a dit, vous pouvez l'envoyer sur le chat et on va s'efforcer à vous répondre. Merci. Merci bien, Guy Kevin. Donc voilà pour la partie présentation. Nous avons terminé et avant de passer aux questions, un rapide rappel de l'essentiel. Aujourd'hui, il faudrait savoir que le PCI DSS 4.0 déplace la conformité d'une vérification ponctuelle vers une preuve continue. Donc, pour toutes les organisations qui traitent des données de cartes, quelle que soit votre taille, les risques d'une non-conformité sont bien réels, que ce soit des risques financiers, opérationnels que réputationnels. Et surtout, une méthode structurée transforme cette incertitude-là en un plan d'action concret. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir la série de questions. Et nous avons une première question, Guy. Monsieur Richard qui demande pour les scans ASV. N'est-il pas besoin d'une authentification? OK, d'accord. Merci Marie-Paul et merci à M. Richard pour sa question. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est deux approches techniques différentes. Le scan de vulnérabilité interne, comme le mot l'indique, c'est pour les actifs en interne, d'accord, de l'organisation. Et c'est là qu'on parle de scan authentifié. Parce que le scanner, d'accord, de vulnérabilité devra avoir
un compte utilisateur qui sera enregistré sur les différents actifs pour réaliser le scan. C'est ce qui le rend en scan authentifié. Mais par contre, le scan ASV, c'est un scan qui est adressé aux actifs visibles depuis Internet. Donc, c'est un scanner de vulnérabilité qui va enregistrer les adresses IP publiques. Donc, sur l'aspect scan ASV, ce sont les adresses IP publiques qui seront scannées. Donc, pas besoin de procéder à des scans authentifiés parce que c'est une approche différente que le scan ASV. Mais par contre, l'actif qui est visible depuis Internet, d'accord, il aura deux parties. Il y a une partie qui est visible depuis Internet et il y a une partie qui est visible depuis l'interne, donc depuis l'organisation. Et c'est cette partie-là qui est visible depuis l'organisation-là qui fera objet de scan d'authentification interne, donc de scan authentifié. Merci. Merci, Guy. On a M. Soro également qui pose une question. Sachant que les données sur les disques sont utilisées aussi par les systèmes pour la production, comment peut-on les chiffrer? Je reprends. Oui, vas-y. Sachant que les données sur les disques sont utilisées aussi par les systèmes pour la production, comment peut-on les chiffrer? OK, super. Très, très bonne question. Donc, sur l'aspect chiffrage du disque, il y a une approche également à avoir. Raison pour laquelle, en entrée de jeu, j'ai insisté sur le fait de pouvoir bien définir le périmètre. Donc, dans la définition du périmètre, il s'agira d'analyser le type d'actifs, d'accord, qui devront faire partie de la zone C2 et de la zone non C2. Et en fonction de l'actif, d'accord, qui sera le contenant. Et dans le contenant, nous aurons les données, d'accord, qui sont le contenu. Et en fonction du type d'application, on verra l'outil qui va permettre de pouvoir faire le chiffrage, de passer en revue le volet adaptabilité, d'accord, compatibilité, en fonction de l'application qui tourne derrière. Si on se rend compte que le chiffrement, d'accord, peut ne pas fonctionner avec l'application, il y a d'autres moyens à mettre en place. On peut avoir des serveurs tampons qui pourront faire le chiffrement et de telle sorte que une fois, je vais prendre un exemple tout simple, on peut être en fin de journée ou en fin de journée, on peut avoir un système qui va automatiquement chiffrer ces données-là, de telle sorte que la donnée qui est en live, d'accord, après un moment donné, sera automatiquement chiffrée pour pouvoir rester conforme. Ou soit, c'est de mettre tout en place de telle sorte qu'après les difficultés, on puisse retirer cette application-là de la zone C2 pour ne pas l'intégrer dans le périmètre PCI DSS. D'accord, merci. On a une autre question de la part de M. Richard qui demande pour adresse IP publique, quels sont les actifs qui sont concernés? C'est un actif qui traite les données de carte ou? OK, d'accord. Donc, pour les adresses IP publiques, en général, la pratique qu'on fait, d'accord, je pense que l'ensemble des RSSI le font. Au niveau des scans ASV, on liste toutes les adresses IP publiques et on lance le scan ASV, on a le résultat. C'est une bonne pratique. Ça permet par derrière d'avoir une bonne visibilité sur nos actifs qui sont exposés. Mais le périmètre, le standard va s'intéresser uniquement aux actifs du périmètre exposé. Donc, si on se retrouve avec 10 adresses IP publiques, d'accord, 10 actifs exposés, un résultat qui est conforme pour les 10 actifs exposés, c'est un très bon résultat et c'est une bonne partie pour l'organisation. Mais le QSA, il va s'intéresser uniquement dans son audit aux actifs du périmètre exposé. Merci. OK. Également, il demande si la DLP est exigée dans le 4.0. OK.
Sur la version 4.0, elle vient avec tout ce qui est anti-phishing. Donc, elle oblige aujourd'hui tout ce qui est gestion des phishing. Donc, tout ce qui est... La, la DLP n'est pas une exigence de la version 4.0, mais elle reste toujours un dispositif de sécurité à déployer. La version 4.0 va beaucoup s'intéresser sur tout ce qui est dispositif déployé pour encadrer, d'accord, et pour protéger l'institution ou l'organisation de tout ce qui est attaque de type phishing. Donc, avoir en son sein un système anti-phishing, ça, par contre, c'est une exigence de la version 4.0. D'accord. Merci bien, Guy. Je pense qu'on a une main levée. Monsieur Soro? Monsieur Soro, vous nous entendez? Oui, on D'accord. m'entend. Vous pouvez poser Est-ce que votre vous m'entendez question. aussi? Oui, on vous entend. D'accord, merci. Je tiens à remercier particulièrement l'intervenant pour son expertise dans ce qu'il nous a partagé ce matin. Mais j'ai une question, c'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez parlé, M. Guy Kevin, vous avez parlé de l'analyse des risques ciblés. Euh, Déjà, c'est pas quelque chose qui est commun pour moi, donc j'aimerais savoir en fait vers quoi ça s'oriente, quel est l'objectif de l'analyse de risque ciblé. Et aussi, vous avez parlé de migration, de firewall et d'impact que cela pourrait avoir. Donc, comment est-ce qu'on gère tout ce qui est migration avec les systèmes? Comment est-ce qu'on gère tout ce qui est migration aujourd'hui? OK, d'accord. Je pense que je vais donner une réponse qui va embarquer disons, les deux questions. Si je prends en pratique, d'accord, sur l'aspect technique, le remplacement d'un firewall. Le remplacement d'un firewall, chaque entreprise, d'accord, chaque organisation doit avoir en son sein un dispositif de gestion des changements. Donc, d'abord, il y a le volet gouvernance, il y a le volet effectivité sur l'aspect gouvernance, conformité, et après l'aspect pilotage. Donc, si je prends même l'aspect de gestion des changements, est-ce que l'organisation en son sein a une politique ou une procédure de gestion des changements? Ça, c'est la première chose à voir. C'est de s'assurer d'encadrer l'aspect gouvernance. Si oui, il faut intégrer dans cette procédure ou dans cette politique-là une fiche de gestion de changement. Donc, cette fiche-là, donc la procédure sera annexée par la fiche de changement et celui qui veut, l'entité, d'accord, donc ça sera sûrement l'informatique, qui veut changer, disons, remplacer ce firewall-là, va devoir initier, ça peut être à travers la fiche, ça peut être à travers une plateforme comme GLPI, bon, sans forcément citer des noms, désolé. Donc, une plateforme qui va permettre de pouvoir assurer ce workflow-là pour encadrer le changement qu'on veut effectuer. Donc, quand le changement est initié par l'entité, en interne, ils auront un processus de validation. Et il aura le responsable PCI DSS qui donnera un avis. Pourquoi? Parce que l'équipement firewall, c'est un équipement en fonction de la zone C2, en fonction du périmètre qui aura été défini, c'est un équipement qui fera partie du périmètre. Donc, tout remplacement d'un équipement, d'un actif du périmètre devra s'inscrire dans le processus de gestion de changement. Et l'avis du responsable PCDS dont je parle, c'est ce qui fera objet de l'analyse des risques ciblés. Donc, l'analyse des risques ciblés, ça sera un exercice qui va présenter, d'accord, pourquoi le changement, quels sont les risques auxquels nous pourrons être exposés, celui qui a initié, celui qui va réaliser l'opération, le validateur et tout ça. Donc, c'est cette analyse-là qui est réalisée par le responsable PCI-DSS qui est appelée une analyse de risque ciblée. Et ça devra être intégré, comme je disais tantôt, dans la gouvernance de la gestion des changements. Donc, voilà, de façon succincte, la réponse qui répond aux deux questions. Donc, analyse de risque ciblé, comme je disais, on aura le détail de tout ce qui se fera en termes de gestion des impacts, gestion des risques liés au changement en question. Et le changement en question de l'actif
du périmètre devra s'inscrire, d'accord, dans le processus de gestion de changement, d'abord embarqué au niveau de la gouvernance. Merci. D'accord. Merci bien, Monsieur Poutet. On a deux autres questions. Monsieur Richard qui pose également une autre question. Je pense qu'il est interdit d'envoyer les PAN par la messagerie. Pour encadrer ce point, la DLP devient obligatoire ou comment comptez-vous encadrer cela vu qu'il ne faut pas faire confiance à l'user? OK, d'accord, d'accord, d'accord. Euh, sur cet aspect, bon, pour répondre à cette question, il faut d'abord, parce que la sécurité, vous savez, la security by design se déploie sur différents niveaux, en commençant même d'abord même par les humains, d'accord? Tout ce qui est sensibilisation. Aujourd'hui, on aura défini un périmètre PCDSS, on aura défini la zone C2, on aura défini la zone non C2. On aura identifié les différents utilisateurs qui interviennent dans ces différentes zones, C2, non C2. Il y a d'abord un travail de sensibilisation à effectuer. Donc, au niveau de l'envoi des pannes par messagerie, c'est des choses qui devront être, qui ne devront pas se faire en entreprise parce que il doit y avoir des dispositifs embarqués et intégrés dans nos différents systèmes. Je prends un exemple tout simple. Si on a une communication qui doit être effectuée depuis une application vers n'importe quoi, vers un prestataire en termes d'interaction sur ces aspects techniques-là, il devra avoir un système automatisé, d'accord, qui va pouvoir générer ces différents fichiers-là, les crypter, les envoyer avec des clés de chiffrement et déchiffrement de part et d'autre à travers les différentes interactions. Donc, la DLP peut résoudre effectivement ce problème-là par envoi de mails, mais en priorité, il est plus intéressant d'avoir un système qui va plutôt embarquer la génération des différents fichiers là pour être encore plus conforme à la norme, au standard PCI DSS. Merci Guy. Donc, nous allons prendre juste une dernière question pour ne pas déborder. On a M. Nikoué qui aimerait savoir si la PCI DSS oblige les entreprises à avoir des outils sur la sensibilisation des employés. Si oui, dans quelle version et si vous ne l'avez pas déjà abordé? OK. Le standard PCI DSS ne va pas, n'exige pas, d'accord, les organisations à disposer d'un outil spécifique pour la sensibilisation. Le standard exige de former et de sensibiliser les utilisateurs du périmètre. Donc, un auditeur QSA qui se présente pour un audit de renouvellement ou de certification va vous demander la liste des utilisateurs du périmètre, va vous demander le plan de formation et de sensibilisation annuel, la preuve, d'accord, de réalisation de ce plan-là. Maintenant, en interne, comment ce plan il est réalisé, il est exécuté à travers un outil ou pas, le QSA aura cette liberté-là d'apprécier, d'accord, la pertinence du dispositif déployé, d'accord, pour assurer la sensibilisation des utilisateurs. Merci. Merci, Monsieur Guy. On prend juste la question de Monsieur Richard. Pour l'analyse de risque ciblé, les TRA suffisent? Et je pense qu'on va terminer avec cette question-là. Si vous pouvez activer son micro pour qu'il puisse... Monsieur Richard? pour qu'il puisse... ouais, il peut activer son micro et puis reposer la question de façon verbale pour qu'on puisse... Comprendre. Monsieur Richard? ouais. Monsieur Richard, vous nous entendez? Allô?
Monsieur Richard? Ok, bon, je pense qu'on peut prendre la prochaine question. D'accord. Mhm. Il Le dit temps qu'il a un peut-être souci de qu'il micro sur puisse. son poste. Donc, je pense que Ok, la question, c'est d'accord. ça. Pour l'analyse de risque ciblé, les Bon, TRA suffisent. ça avait déjà abordé, ça avait déjà Mhm. été abordé sur l'analyse des D'accord. risques ciblés. Maintenant, peut-être que le temps qu'on prenne une dernière question ou bien une autre question, si son micro est OK, il pourra l'activer pour nous donner plus de détails sur cet aspect-là. Je pense qu'on n'aura pas suffisamment de temps vu que là, il nous reste quasiment 6 minutes pour terminer notre webinaire, pour tenir dans le temps. OK, Mhm. d'accord. Donc, on prend une dernière question ou il y a plus de questions? Parce que quand il dit pour l'analyse du risque ciblé, les TRA, est-ce qu'il peut définir ce sigle-là? Richard, je ne sais pas si tu m'entends, tu peux définir ce sigle-là? Richard, est-ce que vous avez la possibilité de définir le sigle dans le chat? Tiger Risk Analysis. Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas compris. Non, il ne s'est pas encore prononcé. Il dit qu'il a un souci de micro, mais on n'a pas encore reçu son... OK, Target Risk Analysis. Bon, Analyse de risque ciblé. c'est la même chose qu'il a répété en anglais. D'accord. Pour l'analyse de risque ciblé, les TRA suffisent. Mais le TRA, c'est l'analyse de risque ciblé en français. Donc, je ne comprends pas bien la question, en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il doit intégrer pour ne pas suffire ou pas? Bon, je n'arrive pas à bien interpréter sa question. D'accord. Richard, si vous nous entendez, on va vous demander de formuler votre question et de nous l'envoyer dans le chat. On se fera fort d'y répondre. Voilà, sinon plus tard, il pourra contacter Agili à travers les commerciaux et on pourra en discuter plus en détail en off après ce webinaire. Merci. D'accord. Est-ce que vous avez un mot avant qu'on ne clôture la session? En termes de mots, non, c'est pour juste dire qu'aujourd'hui, nous voyons tous l'importance, d'accord, de se conformer aux exigences du standard PCI-DSS. Nous avons d'abord des enjeux business, parce que le fait d'être certifié ou le fait d'être certifié et après de perdre sa certification, vous voyez, par derrière, on peut avoir l'impact par rapport à la confiance des différents clients. Et aujourd'hui, une banque qui est certifiée, cette PCI-DSS également rassure, d'accord, donne une certaine assurance à ses clients sur le fait que leurs données sont protégées, leur système déployé est conforme et respecte les exigences du standard PCI-DSS qui a été créé par les différentes marques de paiement, Visa, Mastercard, et toutes ces différentes marques-là qui se sont réunies à travers ce consortium-là pour pouvoir élaborer et mettre en place ce standard-là pour sécuriser nos différentes transactions. Donc, il est aujourd'hui très important de pouvoir prendre le temps de mieux s'approprier ce standard et de réviser son périmètre et de ne pas hésiter à se rapprocher de ceux qui ont une meilleure maîtrise pour pouvoir être accompagnés sur ce sujet. Merci. Merci Guy. Merci Guy. Nous arrivons donc au thème de cette session et nous tenons à dire merci à tous et à chacun pour votre présence et aussi pour la qualité de vos questions qui ont animé pleinement ce webinaire. Donc, avant de conclure, un mot sur un point que beaucoup d'entre vous ont probablement remarqué. On avait annoncé dès le départ un webinaire en partenariat avec Sandbox à nos côtés aujourd'hui. Malheureusement, un contretemps majeur et imprévu les en a empêchés. Voilà. Et nous le regrettons sincèrement. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce partenariat reste pleinement d'actualité
Et nous organiserons une deuxième session le mois prochain, cette fois avec Sandbox Security. Ils nous ont assuré de leur participation pour la séance du mois prochain. Et quelques rappels rapides avant de nous quitter. Le replay de cette session ainsi que le support de présentation vous seront envoyés dans les prochains jours. Et le replay également sera disponible sur le site Internet d'Agili. Aussi, si vous souhaitez aller plus loin dès maintenant, nous vous proposons déjà un audit initial de votre niveau de conformité. N'hésitez surtout pas à nous contacter directement ou à répondre à l'email que vous recevrez après ce webinaire. Nous restons disponibles pour vous accompagner, bien évidemment. Merci à tous et à chacun. Je vous souhaite une bonne suite de journée et également une bonne fête d'indépendance par anticipation. Merci également à vous, Guy, pour votre disponibilité. Et on se reparle Merci, Marie-Paul. très prochaine Merci à fois. tous. Merci. Au C'est revoir. ça. Merci. Au revoir.